Le risque fait partie de la vie. Cela dit, il n'est pas nécessaire de s'exposer inutilement. Concernant l'eau, 3 menaces sont généralement reconnues: la pollution, la pénurie et l'excès. Y a-t-il une menace pour l'eau en France? Il faut aller assez dans les détails. Globalement, on est un pays tempéré. Globalement, on aura bien assez d'eau. Mais comme sur la planète, il y a des endroits où, étant donné nos utilisations, il n'y aura pas assez d'eau. Est-ce qu'on pourra continuer à utiliser autant d'eau pour le maïs, c'est-à-dire de l'eau d'été dans le sud-ouest? Est-ce qu'on pourra continuer ces pratiques-là dans 20 ans? C'est pas du tout sûr. En résumé, la France en tant que telle a assez d'eau, mais des régions en auront de moins en moins, ce qui impliquera à changer les pratiques des villes et aussi des campagnes. Je crois que nous devons apprendre à utiliser l'eau avec parcimonie. Parce que la pression démographique d'une part et l'évolution climatique de l'autre font que même dans des pays comme les nôtres, l'eau peut manquer. En France, la pénurie n'est pas une menace très importante. La pollution est plus préoccupante. Quand vous faites de la distribution d'eau, c'est toujours grave d'avoir tous les œufs dans le même panier. Et donc on cherche tous à avoir des ressources un peu diversifiées. Et par exemple, dans le coin, là, les Genevois pompent sur le lac une quantité d'eau, mais ils ont une nappe qui garde parce qu'elle est protégée. Et par exemple, quand on a eu Tchernobyl, eh bien, vous avez l'eau du lac qui était légèrement radioactive, l'eau de la nappe, elle était impeccable. Donc voilà, je crois qu'il y a cette, disons, la continuité de l'alimentation en eau. Ça ne se fait pas simplement en claquant des doigts, en disant mon puits il est meilleur. Ça se fait aussi en ayant plusieurs ressources. Et donc la grosse problématique, c'est effectivement la qualité de la ressource et la protection de cette ressource. On doit se préoccuper en permanence de la qualité de cette ressource et faire tous les efforts nécessaires pour que cette ressource ne soit pas polluée. Comme on est de plus en plus vigilant et que les mesures que nous prenons sont de plus en plus fines, on découvre des choses que nous absorbions très tranquillement depuis des années et des années. Donc non, je pense qu'il faut évidemment faire attention. Et je dirais plus comme une sorte d'un peu de modèle par rapport aux autres. Et puis il y a encore des zones. En Bretagne, on voit immédiatement les conséquences des mauvaises pratiques. Pour une raison simple, tout ce qui tombe dans la terre ricoche contre ce socle, ruisselle dans les rivières et va à la mer. Algues vertes quand il y a des baies assez fermées. Ailleurs, il y a des nappes phréatiques. Donc tout ce qui dégringole par la terre, on ne le voit pas. Alors qu'est-ce qui vaut mieux? La situation bretonne où on voit ou la situation ailleurs où on ne voit pas? De nouveaux polluants sont détectés qui menacent aussi bien les écosystèmes que la santé humaine. Substances médicamenteuses, produits phytosanitaires, métaux toxiques, adjuvants divers. On se préoccupe maintenant depuis un certain temps de ce qu'on appelle les pollutions émergentes et notamment par exemple l'incidence des produits pharmaceutiques. On sait maintenant que des produits pharmaceutiques, aussi simples que l'aspirine par exemple, qu'on peut consommer, en fait nous le rejetons quand nous urinons et donc ces produits-là finalement peuvent se retrouver dans une certaine chaîne. On ne s'en préoccupait pas jusqu'à présent. Bon, maintenant qu'on a des outils de mesure et qu'on progresse perpétuellement sur ces questions-là, on s'en préoccupe. On se demande si, non pas l'aspirine, mais si d'autres produits médicamenteux ne peuvent pas avoir des conséquences sur, on a parlé de la reproduction sexuelle des poissons, mais pourquoi pas pour la consommation derrière. Pourtant, le risque principal reste bien l'excès. Les inondations constituent le risque majeur des catastrophes naturelles dans la plupart des villes françaises. Le Rhône, jusqu'au XIXe siècle, était un fleuve puissant et finalement peu aménagé. Puis on a commencé donc au XIXe siècle à l'aménager, notamment pour utiliser comme voie de navigation. Alors on a eu vers 1856 une crue très très importante, une crue qui a touché une grande partie de la France et qui a fait des dégâts considérables.
Après cette époque, donc 1856, il y a eu une période de calme hydrologique aussi qui a laissé penser aux gens que peut-être il n'y avait plus d'inondations. Donc en 2002 et 2003, des crues très importantes qui affectent le Rhône aval, avec des ruptures de digues à chaque fois. À l'issue de ce drame, l'État et les partenaires que sont les régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon décident de s'associer pour construire un projet commun, une façon de voir ensemble, de façon globale, la problématique des inondations à l'échelle du bassin et pour mettre en place une solidarité qui soit d'amont à l'aval et rive droite comme rive gauche. Avec le génie civil, jusque-là, on a finalement fait des digues et on a cherché à évacuer l'eau le plus vite possible. Et on se rend compte qu'il y a toujours des cas de figure où on a une quantité d'eau imprévue qui arrive. On se rend compte aussi qu'on ne sait pas entretenir sur des temps longs des kilomètres, des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres d'ouvrages et que lorsqu'il y a une rupture de digue, on a de gros accidents qui vont jusqu'à des morts. Donc aujourd'hui, la profession de l'eau a compris qu'il fallait restaurer des zones d'expansion des crues qui sont en fait des zones naturelles. C'est ce qu'il y a de plus pratique à faire là où on peut le faire, protéger celles qui existent encore et puis restaurer celles qui méritent de l'être. Il faut organiser en fait les niveaux de protection en fonction des enjeux que vous avez derrière, c'est-à-dire du type d'habitation, du type d'activité économique. Prévoir sur les zones inondables les activités économiques qui sont le plus compatibles, notamment l'agriculture, qui est indemnisée lorsqu'il y a des dégâts et qui permet d'avoir une gestion du territoire la moins vulnérable aux inondations. Et il faut aussi développer la conscience et la culture du risque. Les inondations urbaines ont des causes multiples. Souvent, la ville s'inonde elle-même. Trop petits, les tuyaux d'assainissement débordent. Les petits ruisseaux qui la traversent, corsetés entre des digues trop étroites, reviennent occuper leur lit majeur. Parfois, la ville subit la crue du grand fleuve. Dans tous les cas, l'homme est responsable du risque qu'il prend. Sa vulnérabilité provient de ses propres choix, de sa méconnaissance ou de l'oubli. Pour se protéger de certaines crues, une digue peut être efficace. Mais le jour où fatalement arrivera une crue plus importante, l'eau va passer de l'autre côté du mur. Comme il se sera passé de longues années depuis la dernière inondation, la vigilance aura disparu et des maisons, des activités se seront installées dans des lieux qui se nomment Chemin des Mouilles ou Impasse des Marais. Pour continuer à vivre un endroit finalement qui est dangereux, il faut à la fois se souvenir et à la fois pouvoir oublier. Dans le même temps, il faut aussi se poser la question de savoir si on fait passer les bons messages pour continuer à se rappeler. Il ne suffit pas d'assonner des messages soit alarmistes au moment des catastrophes et montrer des dégâts. Il faut aussi permettre aux gens d'imaginer l'inondation sans imaginer le drame. Imaginer l'inondation tout en pensant aux bons gestes qu'ils vont avoir, tout en pensant à la façon dont leur activité peut vivre cette inondation sans pour autant être détruite.